Bonjour, mon nom est Salim et je vous présente mon projet de recherche autonome. Durant ce projet, je vous démontrerai les événements politiques, culturels, économiques et sociaux des années 1840 jusqu'à 1960. Aussi, je vous démontrerai les trois auteurs que j'ai choisis à présenter. Alors, pour les événements politiques, les premiers ministres du Canada durant cette époque ont été un aspect important politique puisqu'ils dirigeaient le pays. L'arrivée du premier ministre, Sir John A. Macdonald, en 1878 a été un gros pas pour la politique du Canada. Plusieurs programmes politiques ont été créés pour le bien-être du Canada. En 1919, la politique nationale qui a comme but de protéger l'industrie canadienne en augmentant les tarifs donnés a été créée. En 1905, l'Alberta et le Saskatchewan ont été établis par l'acte du Parlement canadien. En 1949, Newfoundland a aussi été établi par l'acte de l'impérial Parlement. Le Canada étant une démocratie veut dire qu'ils choisissent leur souverain par le vote du peuple. Et la personne qui choisit dirigeait le pays et sera lui qui influencera le futur du Canada. Le Canada est devenu une démocratie représentative en 1882. En 1950, il y a eu la naissance du néonationalisme. Le Canada est une monarchie constitutionnelle qui reconnaît la reine Élisabeth II comme reine du Canada depuis son couronnement le 6 février 1952. Qui veut dire qu'on a été séparé de l'Angleterre et on est devenu indépendant comme un pays canadien. Alors, pour les éléments économiques et sociaux, avant l'ère industrielle, la société canadienne avait une économie basée sur l'agriculture et l'exploration des matières premières. L'exploitation forestière était l'un des piliers du secteur primaire canadien. La première phase d'industrialisation était marquée par le développement des manufactures, qu'ils ont créé des machines comme la machine à vapeur, qui a été un grand avancement durant leur temps, et ont aussi créé le réseau ferroviaire. Au cours du 19e siècle, l'impressionnante croissance des secteurs manufacturiers, miniers et des services transforme la nation d'une économie largement rurale à une économie principalement industrielle et urbaine. Tout comme les autres nations modernes et industrialisées, l'économie canadienne est dominée par l'industrie des services en laquelle emploient environ les trois quarts des Canadiens. Cependant, le Canada est contrairement aux pays industrialisés, exceptionnel quant à l'importance qu'a le secteur primaire de son économie, avec deux des plus importantes industries, le pétrole et le bois d'œuvre. En 1900 1880, grâce aux inventions européennes et américaines, l'électricité fait son entrée au Canada. Les premières centrales électriques fonctionnent au charbon, mais l'avantage de l'électricité hydroélectrique favorise rapidement son émergence. La force des chutes est alors employée pour faire tourner les turbines qui produiront l'électricité. Malheureusement, en 1974, il y a eu la première crise économique, juste avant la première phase d'industrialisation que je viens juste de parler de. Après la crise, il y a eu la deuxième phase d'industrialisation, de 1900 à 1929, et ça a été caractérisé par deux éléments, l'avènement de l'électricité que j'avais mentionné avant et l'exploitation des ressources naturelles. Au début du 19e siècle, l'exploitation des matières premières représente encore 50% de l'économie du Canada. Cette proportion va changer au cours des siècles au fur et à mesure que les industries s'implantent sur le territoire. Au cours de l'industrialisation, les secteurs primaires et secondaires se sont développés. Les objets étaient fabriqués en usine.
La population se regrouperait alors dans les centres urbains et s'attendait à recevoir un salaire. En 1904, une usine de Ford s'installa à Windsor, tandis qu'une usine de Buick s'installa à Oshawa en 1907, qui veut dire qu'on peut voir que les voitures commencent à s'intégrer dans la population canadienne. En 1904 encore, il y a environ 500 automobiles au Canada. Ce nombre grimpe à 342 400 en 1919. La révolution automobile est enclenchée. Les municipalités et le gouvernement doivent tenir compte de cette nouvelle situation et aménager des routes pavées pour que les voitures soient capables d'être utiles. L'industrie automobile favorise l'essor d'industries connexes, comme le caoutchouc, le pétrole et les produits chimiques. Cette nouvelle technologie permet aux villes de mettre au point des bureaux de transport urbain, l'autobus. De 1929 jusqu'à 1932, malheureusement, il y a eu une autre crash boursière. Et en 1940, il y a eu un gros avancement pour les femmes. Ils ont reçu le droit de vote. De plus, durant la guerre, puisque les hommes étaient partis pour se combattre pour leur pays, les femmes ont dû remplacer les hommes en faisant du travail d'hommes. Par exemple, ils devaient faire des armes, des munitions, etc. pour aider l'armée. Puisque tous les hommes étaient partis en guerre et il restait juste des femmes pour travailler. Alors, pour les éléments culturels, le Haut-Canada est l'hymne national du Canada. La musique a été créée par Calixa Lavallée et les paroles par Sir Adolphe Basile Routier. Il a été chanté pour la première fois le 24 juin 1880. En 1940, création par le gouvernement fédéral de l'Office national du film du Canada, le National Film Board, a été créé. En 1952, la société Radio-Canada a commencé à diffuser ses ondes télévisées. Au début du 19e siècle, marquant l'expansion vers l'ouest, l'Ottawa recrute des colons ukrainiens, allemands et italiens pour coloniser des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. La loi de l'immigration chinoise de 1985 restreint l'immigration en provenance d'Asie. L'immigration est interdite avec la loi de l'immigration chinoise de 1923. De plus, au 19e siècle, les Polonais, les Chinois, les Juifs et les Grecs arrivent à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Une bonne partie de la Colombie-Britannique est ainsi sinophone. Dès la première moitié du 19e siècle, la plupart des immigrants sont venus de l'Asie et récemment de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, pour le premier auteur que je vous présenterai, se nomme Marie-Claire Blais. Elle est née à Québec en 1939. Elle a fait des études à l'Université Laval à Québec. Son premier roman a été publié en 1959. C'était La Belle Bête. Son roman le plus célèbre s'intitule Une saison dans la vie d'Emmanuel. Grâce à cette œuvre, elle a remporté plusieurs prix littéraires. Marie-Claire Blais a aussi vécu en Bretagne, puis est revenue au Versailles et s'est installée à Montréal, où elle a continué son œuvre. Selon les œuvres de Marie-Claire Blais, on compte Tête Blanche, 1980, L'Insoumise, 1969, David Stern, 1967, Manuscrit de Pauline Archiange, 1968, Vive, 1969, Le Sud dans la vie, 1980, et de plus en plus œuvres. Marie est unique en tant qu'auteur puisqu'elle peut décrire vivement une scène dans de très courtes phrases. Les œuvres de Marie se penchent plus vers la tragédie dans une société de vice et de violence. Elle aime incorporer des aspects plus sombres dans son écriture. Après avoir lu La Belle Bête, j'ai constaté que Marie-Claire Blais aime utiliser beaucoup de dialogues et utilisait de diverses figures de style pour enrichir le sujet dans son histoire. Elle incorpore dans ses histoires de la joie, la famille, etc. Mais on peut voir qu'à la fin, il y a toujours un aspect sombre qui se présente dans ses œuvres.
Le livre Tête blanche est différent de ses autres